M5 RFP n'a pas pris de distance. Le M5 RFP a été trahi par le CNSP selon le porte-parole du M5 RFP, Choquel Kokala Maïga. La localité de Farabougou est toujours sous occupation djihadiste qui interdisent tout accès. Vous aurez dans cette édition le point de vue de Dr Ousmane Bakari Koulibaly du parti Yéléman. Merci à vous d'avoir choisi LTV pour vous informer, chers téléspectateurs. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans le titre, le M5 RFP étant le principal acteur du changement a été mis à l'écart dans la mise en place des organes de la transition par le CNSP qui a parachevé la LITA, selon Choquel Kokala Maïga, porte-parole du M5 RFP. Ces détails ont été donnés au cours d'un entretien qu'il a accordé à nos reporters. Suivons. Le M5 RFP n'a pas pris de distance, le M5 RFP a été trahi. Le combat du peuple malien, le combat patriotique porté par le M5 RFP, la mémoire des victimes des martyrs des 10, 11, 12 juillet 2020 a été trahi. Nous nous sommes retrouvés dans une lutte de pouvoir, dans des combinaisons qui n'ont rien à voir avec le changement pour lequel les Maliens se sont soulevés. Et c'est ce qui m'a fait dire que la transition est notre enfant. Nous ferons tout pour qu'elle réussisse, mais nous ne ferons pas les bénéfices. Nous le prendrons par la main pour l'amener sur le bon chemin. Et si c'est nécessaire, comme un bon père le fait avec ses enfants, nous lui donnerons quelques fessées pour le mettre sur le bon chemin. Et j'avais dit qu'on fera le père fouettard. Nous sommes totalement différents des opportunistes qui s'agglutinent autour d'eux, qui les flattent, qui leur disent qu'ils sont les meilleurs, que le M5 ne représente rien. C'est exactement l'erreur dans laquelle Ibrahim Bokar Keïta a été tombé. Le M5 RFP a été trahi, il n'a pas pris ses distances. Mon mot de la fin, c'est de souhaiter que cette transition puisse être une réussite. Malgré tous les malentendus, toutes les trahisons, toutes les mauvaises pratiques qui ont présidé à son installation. Nous souhaitons qu'elle réussisse parce qu'un échec de cette transition peut conduire le Mali dans l'abîme. Et nous préférons dire dès maintenant que nous ne sommes pas rassurés par ce que nous voyons. Et qu'à Dieu ne plaise, il faut que cette transition réussisse par des élections démocratiques. Si ce que nous voyons continue, ça veut dire qu'il y aura des élections manipulées pour installer au pouvoir quelqu'un dont le peuple malien ne veut pas, comme ça s'est passé en mars-avril 2020. Le peuple ne l'acceptera pas. Je souhaite que Dieu inspire le président de la transition, le premier ministre de la transition et toutes les autorités pour que la transition finisse en beauté. Également annoncé dans le titre, cela fait plus de 2 semaines que la localité de Farabougou est occupée par les djihadistes. Ceux-ci interdisent tout accès à ce village. Selon plusieurs sources, le pont permettant d'accéder à Farabougou a été détruit. La famine s'y installe tout doucement. Une situation très déplorante selon Dr Ousmane Bakari Koulibaly, 6e vice-président du parti Yéléman. Tout d'abord, permettez-moi de rendre un hommage, de m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés lors de cette attaque et de prier pour le repos de leur âme en paix. Donc, nous, parti Élément, on a fait une déclaration par rapport à ça, notamment à travers notre président, le président Moussa Mara, qui a appelé en tout cas les autorités à tout mettre en œuvre pour libérer ce village meurtri aujourd'hui, encerclé avec un blocage qui mérite de dater de notre époque, de notre histoire. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est une crise à dimension multinationale, parce qu'on ne peut pas se limiter seulement au seul village de Faraba. C'est mieux toujours de prendre les choses dans leur contexte global. Et cela nous permet de faire une petite rétrospective en disant que la crise au Mali a pris ses origines depuis 1991-1992, depuis l'Algérie avec le front
islamique pour la libération et le salut, qui a été combattu en Algérie et dont les derniers militants se sont retranchés sur le nord du Mali. Et cela a été aggravé aussi par la chute de Muammar Kadhafi et tout ce qui s'en est suivi, on le sait, avec le coup d'État de 2012 qui s'est déroulé en tout cas au Mali et qui a engendré le départ, on peut le dire, de l'administration de toute cette zone-là, du delta. D'abord, ça a commencé par le Grand Nord, après c'est venu jusqu'au niveau du delta, à savoir le delta central qui englobe un peu la région de Mopti et puis la région de Ségou et une partie de la région de Koulikoro. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'on n'est pas en train de parler de Kidal, on n'est pas en train de parler de Tombouctou, on est en train de parler de Ségou, parce que c'est un cercle de Ségou, notamment le cercle de Nyono, et dont un village qui fait partie de ce cercle-là. Donc, c'est pour vous dire que bien avant, il y a eu aussi des attaques, notamment à Bougouni et maintenant à Nara et d'autres zones de Koulikoro. Donc c'est pour dire que, et même Kaye, il y a eu des attaques, je pense, vers la zone de Djema. Donc tout simplement pour dire que le Mali est en train aujourd'hui de tomber dans une crise générale, et ce qui demande en tout cas l'implication de tout un chacun, aussi bien des autorités religieuses, et nous, population, et surtout les autorités, pour que vraiment tout le monde, qu'on puisse se donner la main avec l'aide de tous nos partenaires, que ce soit Barkhane, le G5 qui est à notre chevet pour nous aider un peu par rapport à cette crise-là, l'aménagement. Donc il serait bon aussi de mettre la diplomatie en branle pour que vraiment on puisse trouver une solution à cette problématique. Mais aussi pour dire que la problématique des djihadistes, parce qu'on est en train de parler des djihadistes, cela est un peu accentué par des banditismes. C'est vrai qu'il y a la Katiba de Amadou Koufaï dans la zone, mais on peut aussi penser qu'il y a des bandits armés. Tout n'est pas que djihadistes. Il y a des bandits armés qui se mêlent de cette histoire pour vraiment créer la zizanie et torturer notre population. Et il faut aussi connaître un peu d'autres origines, les origines qui sont propres au Mali. Par rapport à ces origines, il faut comprendre qu'après l'insécurité au Grand Nord, beaucoup d'éleveurs se sont déplacés pour venir dans le delta central, donc avec leurs troupeaux. Donc ce qui a créé une certaine pression au niveau des territoires où on devait faire l'agriculture. Mais aussi il faut comprendre que ce sont des zones où on est en train de faire beaucoup d'irrigation. Donc la surface d'agriculture est en train d'augmenter. Et cela, couplé avec l'augmentation même de la population, ça crée une certaine tension, ça crée une certaine difficulté par rapport aux agriculteurs qui sont en train d'élargir leur zone et par rapport aux éleveurs qui ont quitté le nord pour venir se sécuriser un peu le centre. Donc tout ça, ça exacerbe un peu cette tension. Et que depuis le départ, nous on l'a toujours dit, il serait bon aussi que l'État assume sa responsabilité, notamment par rapport à la bonne gouvernance. Parce que le départ de cette crise-là, le terreau du djihadisme pour recruter les jeunes, c'est deux choses. C'est d'abord basé sur des idéologies, c'est basé sur l'ignorance. Donc cette idéologie est facile à passer chez quelqu'un peut-être qui n'a pas été à l'école et qui ne comprend pas certaines choses. Mais aussi il y a la pauvreté. Donc cette mauvaise gouvernance qui amène la pauvreté, qui fait que nos enfants ne vont pas à l'école, qui n'apprennent pas de bons métiers, fait que c'est plus facile pour ces gens de les enrôler et de les mener à bateau comme ça. Donc l'État doit prendre toutes ses responsabilités. Et ces responsabilités, il faut faire vraiment une étude introspective, bien comprendre le problème, bien poser le problème pour en trouver une solution. Les autorités en place, il faut comprendre qu'ils sont venus trouver aussi une situation qui était déjà chaotique. On était déjà dans les chaos, comme je l'ai un peu décrit dans mes propos à l'entame. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce n'est pas facile du jour au lendemain qu'on puisse venir à bout de cette insécurité, comme je l'ai toujours dit. Mais c'est toujours bien, et c'est toujours bien de rappeler que le rôle principal de nos États, leur rôle régalien, c'est vraiment d'assurer la sécurité de notre population. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles la population a presque salué, en tout cas avec enthousiasme, ces coups d'État, c'est qu'ils étaient sûrs que ça allait peut-être augmenter leur capacité de sécurisation, d'autant plus que c'était des militaires qui devraient venir, et que nous, au niveau du parti élément, pour faciliter le travail de sécurisation, nous on avait demandé
que tous les partis politiques se mettent un peu de côté pour vraiment permettre à ceux qui vont venir de s'atteler vraiment aux vrais défis de la nation, qui sont d'abord la sécurisation et la lutte contre la corruption et l'organisation d'élections dignes et crédibles. Parce qu'il y a aussi des crises sociopolitiques qui aboutissent à ce genre de choses. Donc, tout simplement pour dire que l'État doit mettre tout en œuvre, les moyens diplomatiques, les moyens militaires, tout ce dont il dispose comme moyens, et les ressources humaines qu'il faut déployer sur place pour sécuriser la population. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement possible. Sans sécurité, les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Sans sécurité, les gens ne peuvent pas vaquer à leurs occupations, notamment l'agriculture, le maraîchage. Parce que j'ai écouté quand même certaines interventions des ressortissants de Farabougou qui expliquent un peu la situation et que vraiment les gens ne peuvent plus travailler. Donc, ce qui va encore augmenter l'appauvrissement quand même de cette population-là. Donc, je pense que l'État doit s'assumer, doit tout mettre en œuvre, comme je l'ai dit, que ce soit les moyens militaires, les moyens diplomatiques, toutes les ressources qu'il faut mettre en œuvre, les moyens de renseignement aussi et de prévention qu'il faut mettre en œuvre pour éviter ce genre de situation. Donc, moi, je pense que ce sont des choses qui doivent nous apprendre aussi. Ça doit nous apprendre comment. Parce que quand quelque chose vous arrive, il serait toujours bon d'en tirer une conclusion et d'éviter que la prochaine fois ça vous arrive. Donc, je pense que l'État va savoir tirer le maximum de conclusions, le maximum de leçons pour qu'il n'y ait pas un deuxième Farabougou au Mali. Donc, c'est cet appel-là que je lance vraiment aux autorités de la République pour qu'ils puissent vraiment d'abord libérer ces villages et après donner d'autres possibilités pour qu'on puisse aller de l'avant. Mon mot de fin, c'est vraiment de lancer un appel à tout le monde, d'abord à la population de Farabougou et à toutes les zones qui sont contiguës à ça, parce qu'il y a vraiment une certaine solidarité qui s'est manifestée, on l'a compris, parce qu'il y a plus de 2000 personnes qui se sont déplacées dans les communes voisinantes. Donc il y a une certaine marque de solidarité qui est en train de se manifester, c'est de solliciter encore l'aide des uns et des autres. On sait que le gouvernement a largué de la nourriture pour que les gens puissent avoir quand même à manger, ça qui est la moindre des choses. Mais en plus de ça, il serait bon qu'il y ait un certain élan national de solidarité par rapport à Farabougou. Donc cet élan de solidarité peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut être avec des vivres, peut-être qu'il faut collecter et envoyer à cette population pour l'aider. Ça peut être dû aussi, on peut le faire de façon à ce qu'ils puissent rapidement avoir des habitats, ou tout simplement il faut mener des négociations pour que cette zone-là peut être libérée, parce que beaucoup de gens pensent que c'est seulement les moyens militaires, mais nous on dit qu'il faut les deux moyens militaires et les moyens diplomatiques qu'il faut mettre en œuvre pour quand même libérer cette zone. Ceci met fin à notre édition d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.